Le 31 octobre 2025, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a définitivement reconnu la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. C'est la fin d'un chemin de 50 ans. En effet, il y a 50 ans, le 16 septembre 1975, la Cour internationale de justice, par un avis, reconnaissait les liens de souveraineté entre les territoires du Sahara à l'époque espagnole et le Royaume du Maroc. Néanmoins, cet avis n'avait pas force juridique à l'époque. Il a simplement permis, il a donné néanmoins la légitimité pour la communauté internationale à la marche verte organisée par le souverain Hassan II le 6 novembre 1975, à l'occasion de laquelle 350 000 Marocains ont montré pacifiquement au monde entier que les territoires de la Sakia El Hamra et du Rio del Oro étaient marocains ou n'étaient pas. Comment est-on arrivé à cette concordance entre le fait historique et la légalité internationale? C'est ce qu'on va voir tout de suite, maintenant, dans Afro-Droit. Ce soir, pour évoquer ce sujet avec nous, nous accueillons M. Bachir Edril. Monsieur Bachir Edril, bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct depuis le Maroc. Monsieur Bachir Edril, je vous présente en quelques mots pour nos téléspectateurs. Vous êtes sahraoui, vous êtes marocain, vous avez été un des fondateurs du mouvement, du Front Polisario, à une époque où il combattait essentiellement l'occupation espagnole. Et au moment où vous avez estimé que ce mouvement commençait à errer, au moment où il subissait une influence un peu trop néfaste de la part de l'État algérien, vous avez quitté ce mouvement. Et vous, maintenant depuis environ une trentaine d'années, vous plaidez pour l'intégration institutionnelle au sein du Royaume du Maroc des provinces du Sud. Politologue, écrivain, poète, vous êtes l'auteur de nombreuses publications personnelles et académiques sur l'histoire récente et contemporaine du Sahara marocain. Vous êtes actuellement, en raison de vos compétences, président de l'Institut Alter Forum International des études sahariennes à l'Andalous. Monsieur Edril, merci d'être avec nous. Merci à vous. Je vous remercie infiniment pour avoir donné l'opportunité d'exprimer ou dire modestement mes opinions. Alors, Monsieur Edril, une première question, on va remonter dans le temps. Jusqu'en 1975, l'Espagne a occupé le Sahara marocain, elle l'a occupé militairement. En 1975, donc, que s'est-il passé? Comment l'administration des territoires sahariens a été rétrocédée au Royaume du Maroc? Merci pour cette question, c'est une question très importante. Mais pour arriver à 1975, il faut rappeler que ça a été le Maroc qui a mis les dossiers aux Nations Unies avant la naissance du Polisario, et avant même l'indépendance de l'Algérie, il faut comprendre ça. Parce qu'avant ça, il y avait Jish Tahrir, c'est-à-dire l'armée de libération, composée essentiellement des Sahariens qui luttaient avec des autres Marocains pour l'indépendance de ces territoires contre les Espagnols et les Français à l'époque, où il a été soldé, c'est-à-dire maté cette opposition avec l'opération Ocubillon en 1958. À partir de là, l'Espagne a commencé à créer, c'est-à-dire elle a décrété que ce territoire, Saguer Hamra Rio de Oro, c'est une province espagnole. Il a été une province espagnole dans le sens que il y avait disons, des objectifs espagnols notamment à l'époque, mais ils ont commencé à relâcher quelques territoires comme ça a été Tarfaya en 1958, après Ifni en 1969, et après le Sahara, après les négociations, une fois que le tribunal de La Haye, il a reconnu que la majorité des tribus ont des allégeances avec les rois et les sultans marocains. Oui, donc ça c'est très intéressant ce que vous dites. Ça montre bien qu'en fait, les provinces sahariennes ne sont que la partie d'un tout
qui, historiquement, avant les occupations françaises, mais essentiellement espagnoles au sud, faisaient partie du royaume du Maroc. Et donc les populations avaient un lien d'allégeance avec l'État marocain. Mais c'est ce qu'a dit la Cour internationale de justice dès 1975, hein, je crois. Hein. Exactement. C'est ça qu'a dit la Cour. Malgré que la Cour internationale de justice, il n'y avait personne qui parlait les Hassani et personne spécialiste dans les territoires. Alors, mais l'histoire, elle est là. Il y a l'histoire, elle est là. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un qui se dise qu'il n'a pas de relation avec le Maroc, qu'il nous donne, qu'il nous montre, c'est-à-dire ces allégations. Parce que comme ça, on peut vraiment discuter. Mais l'Espagne, ils savent vraiment pourquoi l'Espagne, il a négocié avec le Maroc en 1975 et pas avec l'Algérie. Pourquoi? Non, non, mais c'est effectivement un fait historique, oui. Parce qu'il n'y avait C'est pas de un fait raison peut-être de historique. négocier avec l'Algérie. Il a été ratifié pour les représentants de l'Assemblée générale sahraoui, parce qu'il y avait une assemblée qui a été élue par les tribus dans les territoires occupés par l'Espagne, où il y avait, c'est-à-dire dans les paragraphes 3 de ces accords avec le Maroc, il y a la ratification de Jama'a, parce que ce Jama'a, c'est la représentante des populations, parce qu'ici, il ne faut pas mélanger la terminologie occidentale chez, par exemple, le Polisario en disant un peuple, il y en a des tribus. Alors, Oui. c'est effectivement un point essentiel que vous soulevez. Que vous soulevez là, on l'a bien compris, la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies entérine définitivement la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud. Ce point est réglé. Ce qu'on a dans la résolution, c'est qu'il y a une volonté effectivement d'associer les populations au futur statut de ces territoires dans l'ensemble marocain, sous souveraineté marocaine. Alors justement, puisque vous êtes sahraoui, vous êtes né, vous avez grandi au Sahara, Monsieur Edril. Aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire sur ces populations sahraouis qui vont avoir à s'autodéterminer et à se prononcer sur l'autodétermination? Où sont-elles concrètement aujourd'hui ces populations dans le Sahara et quel est leur état d'esprit? Rappelez-vous qu'à l'époque espagnole, il y avait seulement 74 000. Bon, la population, le dernier recensement espagnol, en 1974, c'était 74 000. Mais après, avec les aléas, avec le complot plutôt algérien, les moments que fait Hassan Dey s'était présenté en 1981 en disant qu'il est d'accord avec un référendum qui sera sur les bases de ces recensements. À l'époque, l'Algérie a envoyé un mémorandum en disant que les Sahraouis sont 750 000 Sahraouis. Le moment qu'il a commencé l'UNI, c'est-à-dire le dernier recensement de l'UNI en 1999 ou 98, a retenu qu'il y a dans les territoires actuels marocains, il y a 61% des Sahraouis d'origine. Et chez les Hamada de Tindouf de l'Algérie, c'est-à-dire la 6e région algérienne, il y avait seulement 25%. Alors, où est la majorité des Sahariens? Et cette majorité des Sahraouis se trouve dans où il y en a c'est-à-dire toutes sortes de commandements, toutes sortes d'élits. Il y en a des élits de communes, de tout. C'est-à-dire, est-ce que cette 71 des Sahraouis, ils n'ont pas le droit de se mentionner? Non, si, tout à fait, effectivement. Donc, concrètement, à ce qu'il a pu dire, la population sahraoui, elle est dans le Sahara marocain et elle n'est pas à l'extérieur. Donc, elle est tout à fait en position de se déterminer. Alors, justement, une question, là, votre réponse appelle une question de ma part spécifiquement sur l'Algérie, qui de façon étonnante a été en fait le grand contradicteur du Maroc sur ce dossier. On ne sait pas trop pourquoi, mais quels sont les arguments juridiques soulevés par l'Algérie, Monsieur Oui, Edril? il n'y a pas des arguments juridiques. L'Algérie s'est fait, elle dit qu'elle défend les droits des peuples sahraouis d'autodétermination, mais elle ne nous limite pas. C'est-à-dire, où est ces peuples sahraouis qu'elle dit? Alors, elle dit, je ne suis pas parti, mais en temps, il arme les Polisario, il organise les Polisario,
il met en prison les personnes qui sont originaires du territoire. Parmi eux, moi-même, j'étais en prison en 1975 dans les territoires algériens. Alors, l'Algérie, c'est l'Algérie qui vieillit pour cette une guerre non déclarée avec le Maroc en utilisant l'organisation polisario qui a été déviée de ses objectifs initiaux. Alors, Bon, l'Algérie, il n'a pas des arguments. Ce qui veut l'Algérie, exactement, c'est ses intérêts particuliers, notamment la ratification des frontières, que ça a été la motivation, une des motivations de la guerre oui, alors c'est des des sables sujets en tout à fait. 1963, rappelez-vous. Alors, l'Algérie, elle ne veut pas non plus l'autodétermination des peuples. Comme vous savez, il y a un peuple là qui se dit prêt ou il cherche l'autodétermination comme c'est les Kabyles. Les Algériens, ils ne reconnaissent pas ça. Il y a des problèmes aussi avec les Maliens. Et chaque fois, si on trouve un problème dans les Maghreb, malheureusement, ce n'est pas les Algériens, je ne parle pas des peuples, je ne parle pas des gens honorables. On a bien compris, non, c'est au niveau de l'État, et on a bien compris qu'en fait, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Il utilise les termes sahraouis, peuple sahraoui, pour mener sa guerre contre l'État marocain. D'accord, donc il n'y a pas d'argument juridique. Ils ne défendent pas les intérêts des Sahraouis. Il n'y a pas d'argument juridique. Oui. Alors c'est très clair, non, cette réponse est très claire, mais effectivement, ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Une dernière question, parlons du développement concret des provinces du sud marocain. Vous qui connaissez bien cette région, qu'a fait le Maroc pour développer ces provinces sahariennes du Sud, et notamment d'un point de vue juridique, avec les dispositifs législatifs qui ont pu être mis en place? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais effectivement, même si je ne suis pas spécialiste dans les affaires économiques, mais je peux dire qu'il y a un changement énorme. Il y a par exemple 4000 kilomètres qui sont en route, des routes, par exemple. Il y en a des ports. Parlons par exemple du port de Dakhla, qui va être un port très important. Parlons des avions, parlons des transits, c'est-à-dire les écoles, par exemple. Il n'y a pas une seule personne qui est née depuis 1975 qui n'est pas passée par les écoles. Et je vous rappelle ça parce que moi, j'étais parmi les 16 premières en 1972, à l'époque espagnole, tout un siècle qu'on a eu notre bac supérieur. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses, mais il faut savoir une chose. Maroc, il est en train, depuis l'avènement du roi Mohamed VI, il a commencé vraiment avec un plan stratégique extraordinaire. Mais il y en a des failles encore, mais c'est normal parce qu'on est en train toujours de faire des choses et de corriger des choses. Mais si on fait une comparaison avec avant 1975 et actuellement, vraiment on fait une aberration et un erreur grand, très grand, parce que chez nous, là, au Sahara, il y a effectivement un changement très, très important. Et j'espère que les personnes qui n'ont pas encore vu les territoires, ils peuvent dire qu'il n'y a rien, mais moi, je dis que oui, il faut seulement visiter Dakhla ou Lyon, par exemple, au Smara, ou une de ces villes. Vous allez voir qu'il y a un changement, et un changement énorme. Merci, merci Monsieur Edril. Donc on a bien compris, effectivement, ça c'est l'apport des Nations Unies et du droit international. Les provinces du Sud sont désormais, c'est inscrit dans le marbre, sous souveraineté. Oui, je vous remercie infiniment, mais je vous rappelle que pour nous, les Sahraouis d'origine, on ne veut pas se compte en déplice dans la misère et dans les guerres. Merci, merci Monsieur Edril. On comprend que le Royaume du Maroc assume pleinement ses missions d'État souverain au bénéfice des populations dans le Sud et on s'en réjouit pour l'État de droit. Merci beaucoup Monsieur Edril, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.